C'est magnifique, c'est une victoire dans un derby, donc c'est toujours beau. J'ai pas eu besoin d'un trop long délai de réflexion, étant donné que ça faisait longtemps que j'étais intéressé pour jouer dans ce club. On a un esprit de corps, on a un groupe, une solidarité en ce moment qui fait des différences contre n'importe quelle équipe du championnat. On a été sérieux, appliqué défensivement. Jérémy Manière, merci beaucoup de nous accueillir chez toi aujourd'hui. Avec plaisir, merci à toi. Où est-ce qu'on est? On est à Nido, à la maison, l'endroit où j'aime passer du temps en famille avec ma femme, ma petite. Et puis voilà, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, ici cool. Chez nous. Magnifique, tu as réussi entre deux rendez-vous à nous accorder un petit peu de temps. Comment ça se passe aujourd'hui ton quotidien? Alors je travaille à la première ligue de la SF en tant que directeur administratif, ça fait maintenant 2 ans et demi je pense. À côté de ça, je suis consultant chez Blue Sport, où je fais de la Super League, de l'Europa League, Champions League, Conference League, un peu tous les championnats ou toutes les compétitions où on a les droits. Un petit peu de Challenge League aussi chez les Suisses alémaniques, où j'essaie de parler un petit peu de baragouiner, un peu de suisse allemand. Tu t'en sors bien? Ouais, ça va. Grâce au fait que j'habite ici que je suis en Suisse allemande depuis 10 ans, que ma femme est suisse allemande, j'ai appris le suisse allemand et je bosse au quotidien en suisse allemand, donc c'est vrai que ça m'aide. Et un quotidien chargé, 2 jobs, une petite de 2 ans et demi qui demande beaucoup d'attention et puis de temps et d'énergie, mais c'est que du bonheur et je me sens bien, c'est cool. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui, on va parler de ton enfance, comment tu commences le foot, ton ascension, les divers clubs par lesquels tu es passé, et puis on va parler aussi de l'après-carrière, comment tu as géré cette transition. Let's go! Vamos! Alors tu grandis à Valorbe et tu commences le foot au FC Valorbe Baleg. T'as quel âge quand tu commences? Comment t'en arrives au foot? Je commence à 5 ans, dès que c'est possible de commencer en fait, avec les F du FC Valorbe Baleg. Et je me suis mis au foot tout naturellement parce que on est une famille de footballeurs. Hein. Mon papa il a joué longtemps, mes oncles ont joué longtemps. Ça s'est fait tout naturellement. Je pense que depuis tout petit, je jouais au foot dans le jardin, j'avais un ballon dans les pieds. Donc mes parents m'ont inscrit le plus tôt possible. Et puis c'est là que j'ai découvert ce sport et cette passion incroyable. Après, elle s'est développée au fil des années, mais c'est vrai que c'est là que tout a commencé. Et là, tu commences quel poste? Parce qu'on sait que quand on est petit, on veut soit être attaquant, puis certains, ils sont gardiens. Après, on a tendance à reculer au fil des années. Comment tu commences où? En F, on est tellement petit qu'on est plus en train de ramasser les pâquerettes plutôt que de jouer au foot, hein, tu sais. Donc moi, j'avais un bon pote à moi qui s'appelle Loris Baldi et son frère, quand on commençait, ils ramassaient les pâquerettes et puis ils allaient pendant le match ou pendant le tournoi les offrir à leur maman, tu vois. Donc pour dire, il n'y avait pas de poste, c'était juste du plaisir, on touchait le ballon un petit peu de temps en temps, on essayait de jouer, d'apprendre un petit peu et à ce moment-là, j'ai pas de poste. Par contre, c'est vrai qu'à partir des juniors D, je dirais que j'aimais bien marquer des buts, j'avais un esprit compétitif déjà à cet âge-là, donc je voulais avoir un impact, une influence sur mon équipe et j'étais attaquant à ce moment-là. Et donc après les D, il me semble que tu pars vite sur Yverdon. Ouais. Je ne sais pas si c'est déjà le groupement Teamvo nord-vaudois à cette époque. Est-ce qu'on peut parler de groupement? On est aux prémices de la création du Teamvo, je crois. J'arrive à Yverdon, c'est encore une entité distincte. J'arrive en C2, je crois, avec Michel Barras comme entraîneur. À l'époque, il recrutait un petit peu dans tout le nord-vaudois. Et puis, on était 3 de Valorbe, de cette génération-là, à avoir été prêts à Yverdon. Loris Baldi, justement, et puis Antoine Bercher, 2 de mes meilleurs potes. Donc voilà, des bons souvenirs. On change de club, on va à Yverdon à 11 ans. Et à ce moment-là, c'est pas encore Teamvo. Et par contre, voilà, je fais 2 ans sous l'égide d'Yverdon. Et je crois qu'à partir des moins de 15, là, en fait, on était sous le team nord-vaudois et brois. Et c'était une des entités du Teamvo, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc en fait, on vient plutôt te chercher. Ce n'est pas des contacts qui te permettent d'aller à Yverdon, c'est plutôt tu as certaines capacités. Ton frère, il a l'habitude de dire que tu réussis un peu chaque fois les choses
par toi-même assez facilement, tu as cette facilité un petit peu dans la vie. Est-ce qu'il Pas t'idéalise tout. ou bien est-ce qu'il y a une part de vrai là-dedans? Là, à ce moment-là, c'est vrai que c'est Yverdon via Michel Barras et puis Sergio Deldegan, je crois, un de ses copains assistants qui était un peu scout dans la région, qui viennent nous chercher. Donc la démarche, elle n'est pas venue de nous, c'est pas nos parents qui nous ont inscrits pour un test, c'est vraiment Yverdon qui vient nous chercher, si je me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Et ouais, je dis pas, alors je réussis de loin pas tout, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on était déjà surclassés, on jouait en D avec des joueurs plus âgés que nous, avec des 89 et des 90. Moi, je suis né en 91 et c'est vrai que le fait de jouer avec des plus grands, ça m'a peut-être permis de progresser plus vite. Ils ont peut-être décelé quelque chose chez moi ou chez nous, parce que comme je disais, on était trois à avoir fait le pas pour aller à Yverdon. Et c'est comme ça que l'aventure à Yverdon, elle commence. Et donc là, en C2, il y a quand même un monde entre la première équipe d'Yverdon, qui à cette époque est entre la Première Ligue et puis la Challenge League. Ouais, Yverdon, à l'époque même, c'est Super League, je crois. C'était même Super League. Après, ça redescend, mais je crois que c'était même déjà Super League. Donc ça, c'était avant 2006, c'est ça? Ça devait être, j'avais 11 ans, ça devait être 2001, 2002, je pense. Il faudra vérifier, mais c'est Challenge League, Super League. En tout cas, un club professionnel, ouais. D'accord. Toi, t'as quel âge quand tu commences à t'entraîner avec la première équipe? Je pense que ça prend quand même du temps entre les C2 et puis la première équipe. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau qui sont écoulées sous les ponts à ce moment-là. Hein. Je commence à Yverdon à 11 ans. Je fais les C2, je fais 2 années de C2. Ensuite, je fais moins de 15, moins de 16 à Yverdon. Ensuite, il y a une sélection qui est faite pour rejoindre le Team Vaud moins de 18 à Lausanne. Dans un premier temps, je ne suis pas pris en moins de 18, je suis pris en moins de 17 seulement, parce qu'à l'époque, ils avaient de la peine à prendre des joueurs d'Yverdon, parce qu'on n'était pas très très bon au classement, on ne faisait pas beaucoup de points, et puis ils avaient peut-être j'étais pas prêt pour intégrer directement l'équipe moins de 18. Je fais 3 mois en moins de 17 à Team Vaud Lausanne, et finalement, ils me passent en moins de 18 assez rapidement. Je fais mes 2 saisons complètes de moins de 18. Et puis là, par contre, ça va vite, parce qu'en moins de 18, je suis capitaine, je progresse, avec des très bons entraîneurs, John Dragani, Claude Gross, Marco Tiguer, qui me font confiance, qui me donnent le brassard même la 2e année. Et à ce moment-là, je saute même l'étape moins de 21, parce que Yverdon a des besoins, parce que Yverdon est en Challenge League à ce moment-là, puis je crois qu'il y a Bertrand Enzomo qui passe de Yverdon à Lausanne à l'intersaison, et il m'intègre complètement en première équipe en 2009, pour la saison 2009-2010. Et même durant mes derniers 6 mois en moins de 18 à Team Vaud, je fais déjà ma première apparition en Challenge League à 17 ans. Donc c'est vrai que là, ça allait très très vite. Et puis j'ai commencé tôt en pro. Ouais. Cette période où tu commences à jouer avec Yverdon, tu es dans quel état d'esprit? Tu te dis, une carrière de footballeur professionnel, c'est potentiellement possible? Ou tu n'as pas encore cette vision, tu te dis, moi j'aime faire du foot, mais je ne pense pas vraiment, j'ai pas cette mission, on va dire. Non, moi je l'ai eu très vite. Hein. Moi en fait, le rêve de devenir pro, je l'ai eu même quand je jouais à Valor-Balec dans mon petit village, je l'avais déjà, mais il se concrétise entre guillemets dans mon esprit quand justement je signe à Yverdon à 11 ans dans un club pro. Là, moi je suis fan de foot, je rêve de ça tous les jours, il n'y a que ça dans ma vie ou presque. Et là, je me dis, je suis dans une structure qui, si je travaille, si ça se passe bien, me permettra de jouer en pro un jour. Donc moi, c'est déjà à 11-12 ans que je rêve de faire ça. Bien sûr, je prenais du plaisir, le but c'était de jouer et puis de passer du bon temps aussi avec mes potes, mais j'étais déjà focus, j'étais déjà déterminé à cet âge-là. Donc le fait de passer en équipe première à 17 ans, c'est entre guillemets un petit rêve qui se concrétise parce que je signe mon premier contrat pro. Après, c'est un contrat pro, non amateur, comme ils appellent ça la SF. Après, c'est pas un contrat qui est super bien rémunéré non plus. Donc, je suis pas encore en train de me dire, j'ai réussi, quoi. Il y a encore tout à prouver. Et puis, c'est là que l'aventure en tant que professionnel, elle démarre. Et donc ça t'ouvre les portes de l'équipe suisse. Ouais. Les moins de 19, moins de 20. Exact. Tu vas jouer contre l'Italie et 2 fois contre l'Allemagne. Ouais. Tu as joué contre quels joueurs qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a l'habitude de voir sur les terrains? Est-ce qu'il y en avait dans ces générations contre lesquelles tu jouais? Il y en avait pas mal. Je crois que l'Italie, si je ne me trompe pas, il y avait Verratti qui était surclassé avec les 91. Il y avait, à l'Allemagne, je me rappelle, il y avait Karim Bellarabi en moins de 20. Il y avait Pascal Gross qui joue à Brighton maintenant. Avec l'Italie, il y avait aussi Gabbiadini, l'attaquant, si je ne me trompe pas. En France, Manolo Gabbiadini. Ouais. Et en moins de 20, si je me trompe, ou c'était moins de 19. Non, c'était moins de 19. Tournoi amical à Limoges, là on joue contre l'équipe de France.
Et la génération 91 de l'équipe de France, elle est assez bonne. Et là, il n'y a quasiment que des joueurs qui ont fait des carrières pro par la suite. Gaël Kakuta, Alexandre Lacazette, Clément Grenier. Enfin, ouais, une grosse génération costaud. Ouais. Puis pour la petite anecdote, d'ailleurs, on avait gagné le tournoi. Mais c'est vrai que la génération 91 en Suisse, elle est pas mal parce que même encore maintenant, il y en a plein qui composent l'équipe nationale ou qui l'ont composée. Donc, ouais, on avait une belle équipe à ce moment-là. Est-ce que tu as une anecdote, un fait de match, quelque chose contre ces équipes internationales ou quelque chose qui te reste aujourd'hui, une action? Alors, j'ai pas énormément de cap avec l'équipe nationale. Je pense que j'en ai 6 ou 7 en tout, entre les moins de 19 et les moins de 20. J'en ai 2-3, mais là, d'un coup, tu me prends au dépourvu. Donc, ça me reviendra peut-être par la suite. Mais non, moi, ça a été spécial, justement, de jouer contre la France lors du tournoi de Limoges, parce que je suis binational. À ce moment-là, je suis à fond le championnat français. C'est des joueurs que je connais déjà parce que je les suis, parce qu'ils ont le même âge que moi, parce que je me compare un petit peu à eux. Et jouer contre ces joueurs-là, que d'habitude je regarde sur Canal+ à la télé, et d'être sur le terrain à ce moment-là, bah c'est sympa. Et puis d'entendre la Marseillaise aussi avant le match. C'est vrai que j'étais sur le banc, je crois que j'ai commencé sur le banc ce match-là, mais j'ai tout autant vibré pour la Marseillaise que pour l'hymne national suisse, si je suis tout à fait honnête. D'accord. En faisant ces matchs, tu te dis que vous gagnez en plus le tournoi. Tu te dis c'est possible. Je me compare à des joueurs internationaux. Je me dis ok, on est dedans là, c'est concret. Ouais, c'est concret, ouais. On est dans le monde pro, on a une certaine valeur aussi, on retourne ensuite de sélection et on joue dans un championnat professionnel. À ce moment-là, on joue en Challenge League à Yverdon et c'est vrai que voilà, j'ai tout à prouver, mais par contre, j'ai plein de rêves, plein de perspectives et c'est vrai que c'est comme ça que ça débute. Ouais. Ensuite, entre 2009 et 2011, tu vas jouer de plus en plus avec Yverdon. À cette époque-là, quelle est ta place au sein de l'effectif? Est-ce que tu es un joueur indiscutable ou est-ce que tu dois quand même te battre, vu ton jeune âge, pour être sur la feuille de match? Ça démarre très vite en fait. Comme je te disais, la première saison que je fais en pro, 2008 ou 2009-2010, il y a Bertrand Nzomo, le titulaire du poste, qui part à Lausanne, qui à ce moment-là est un des meilleurs milieux défensifs, parce que je jouais plutôt 6 à l'époque, en début de carrière. Et je suis en concurrence avec un autre joueur qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience à ce niveau-là non plus. Zemenovic, non, Safet Suljevic, si je ne me trompe pas, qui vient de Sion moins de 21, qui est plus âgé que moi bien sûr, mais qui est pas beaucoup plus expérimenté. Et c'est vrai que je suis en concurrence avec lui, mais je fais très très vite beaucoup d'apparitions. Je commence souvent titulaire, j'ai beaucoup de temps de jeu à 18 ans en équipe première. Donc c'est ça qui m'ouvre les portes de l'équipe suisse moins 19. Et alors titulaire indiscutable, c'est un grand mot, mais je crois que la première saison je fais 26 ou 27 matchs, ça se passe bien, dans une bonne partie, 2 tiers peut-être en tant que titulaire. Et la deuxième saison, c'est plus compliqué sur le plan collectif parce qu'on est relégué en fin de saison. Et là, j'alterne un peu le bon et le moins bon. Je suis moins performant, je pense, sur cette deuxième saison, mais j'ai quand même un rôle important dans l'équipe et j'ai mon temps de jeu à 18-19 ans. Donc, à cet âge-là, être quasi titulaire indiscutable en Challenge League, c'est top, malgré les résultats mauvais de l'équipe. Pendant cette période, tu vas jouer contre le FC Bâle. Je crois qu'il y avait déjà Shaqiri. C'était les débuts de Shaqiri. Donc, grosse écurie. C'est pendant en plus la période où le FC Bâle gagne 7 fois de suite le championnat. Ouais, c'était un monstre, c'était un mastodonte. Ouais. Als die FCB-Fans dann auf ihren Plätzen waren, musste sich Taulant Xhaka erstmal nach hinten orientieren. Nach 10 Minuten wurde Amri nur ungenügend gestört. Seine Hereingabe aber ohne Abnehmer. Mach mal drauf! Viel fehlte da nicht, aber ohne die nötige Präzision. Es war ein Spiel mit dem Feuer, für deshalb Xherdan Shaqiri bringt, der einzige Schweizer Nationalspieler. Das 1:0 für den FC Basel und endlich der Torerfolg für den Argentinier. Ça, c'est le premier... Non, alors le premier gros souvenir, c'est quand même ma première entrée en pro à 17 ans contre Thun. Ensuite, ma première titularisation contre Thun aussi, à Thun lors de la première journée du championnat. Par contre, ça, c'est le vrai premier gros match que je joue à 18 ans, parce qu'en face, c'est des joueurs d'un tout autre calibre, c'est une équipe d'un tout autre niveau qu'on regarde à la télé en Ligue des Champions. Et puis surtout, voilà, c'est assez impressionnant parce que Bâle débarque au municipal, le stade est quasiment plein parce que c'est une affiche, c'est un vrai match de coupe.
Et c'est le vrai premier gros match avec un petit peu de pression, avec quand même un petit peu d'enjeu, même si on a tout à gagner. Personne n'attend de nous qu'on fasse l'exploit, mais c'est vrai que là, j'en garde un bon souvenir avec des joueurs assez exceptionnels sur le terrain. Ouais. Là, tu voyais Shaqiri qui était déjà quelqu'un. Ouais, en fait, je le connaissais, si je ne me trompe pas, de l'équipe nationale moins de 19. Ça coïncide plus ou moins à la même période. C'est là-bas que je fais sa connaissance et déjà à ce moment-là, on voyait qu'il était largement au-dessus. Pour moi, c'est le meilleur joueur avec lequel j'ai joué dans ma carrière. Il était 2 voire 3 niveaux au-dessus de tout le monde déjà à cet âge-là. Il jouait déjà titulaire, soit latéral gauche, soit ailier gauche ou droite à Bâle, dans un Bâle qui était ultra performant. C'est pas le Bâle de maintenant, hein. C'était un grand FC Bâle et lui à 18 ans, c'était un des très bons joueurs du championnat déjà à ce moment-là. Et ouais, là j'ai vu la différence qui me séparait de joueurs comme ça quand on est réunis sous le même maillot en équipe nationale. Et ouais, de jouer contre lui avec Yverdon, c'était une belle expérience. Tout à l'heure, tu parlais, c'est marrant, hein, parce que tu parlais de ta première titularisation en pro, c'était contre le FC Thun. Ouais. En championnat aussi. Et ensuite, tu es recruté par le FC Thun. Ouais. Donc 2 ans après, en 2011. À ce moment-là, tu as d'autres propositions. C'est naturel pour toi d'aller vers ce club? Non, ça je se passe suis en galère. comment? Je suis en galère? en énorme galère à ce moment-là. Parce que le club redescend en plus. Parce donc qu'on descend en première ligue à l'époque, il n'y avait pas de Promotion League. Donc le président de l'époque, Paul-André Cornu, demande aux joueurs ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'il y a possibilité de casser le contrat ou est-ce qu'ils veulent rester? Est-ce qu'ils prévoient de rester en première ligue? Et moi, à ce moment-là, je suis international moins 19, ma carrière débute. Ça aurait été un énorme pas en retrait, même si c'est mon club formateur, de rester dans un championnat qui n'est pas professionnel. Donc, je décide de casser mon contrat. Mais sachant que collectivement, cette saison-là, elle a été compliquée et que moi, mes performances ont été moins bonnes durant la deuxième saison que pendant la première, bah, je ne croule pas sous les offres, quoi. Malgré le fait que j'ai un statut d'international moins 19, c'est compliqué. J'ai un agent à l'époque qui démarche de 3 clubs. Il y a des intérêts en début de mercato, mais il n'y a rien qui se concrétise. Puis les semaines passent, les mois passent. Je m'entretiens seul chez moi à Valorbe. Donc là, pendant plusieurs mois, tu es sans club. Pendant 2 mois, ouais. La saison, elle finit fin juin. Et puis juillet, août. Pas de proposition. En tout cas, pendant 6 semaines, ouais, jusqu'à mi-août, pas de proposition. Et je fais un essai à Thun via un autre agent. Parce qu'entre-temps, je change d'agent pour essayer de forcer le destin parce que je ne me sentais pas assez mis en avant, estimé peut-être, soigné peut-être par mon agent. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, je n'avais pas l'impression qu'il faisait son travail comme il fallait. Et cet autre agent me trouve un essai à Thun avec Bernard Chaland. Et l'essai est plutôt concluant, mais avec une certaine condition, c'est que d'abord, je suis intégré en moins de 21. Et finalement, j'ai pas grand-chose d'autre comme proposition. Donc je peux que accepter, quoi. Je peux que accepter en ayant quand même des belles perspectives. Thun, c'est un club qui, à ce moment-là, inaugure son nouveau stade, des belles infrastructures. Ça reste pas trop loin de la maison. Donc, j'ai 19 ans à ce moment-là, 19-20 ans. Donc, je suis pas trop dépaysé, même si il a fallu apprendre à vivre seul et puis à se démerder, entre guillemets, tout seul sans ses parents. Je quitte le cocon. Mais c'est à 1h15 de la maison. C'est un club de Super League. Si je suis performant au moins de 21, j'ai les perspectives d'être intégré en première équipe et je fais le choix d'aller à Thun et c'est comme ça que l'aventure Thun commence. Et très vite, tu vas faire des rentrées. Tu vas pas jouer longtemps en M21. Ouais, 6 mois quand même. Enfin, j'ai été régulièrement intégré en première équipe pour l'entraînement. Je fais quand même quasiment tout le premier tour avec les 21 le week-end où je joue en première ligue. Et je crois que ma première apparition en Super League à 20 ans, c'est contre Servette en février, je crois. Février de la saison 2011-2012. Mais tu sais que j'étais au stade. Ah ouais, frères, ouais. Ah, extraordinaire ça. C'était le premier match. Tu te rappelles, Jules? Bref, on va couper ça. Magnifique, je me rappelais pas. Désolé de ne pas m'en rappeler. Mais... On était venus, il y avait ta maman aussi. Ok. Ouais. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ouais, puis j'entre à ce moment-là pour la première fois en Super League en fin de match à 10 ou 15 minutes de la fin. On gagnait, j'entre milieu droit si je ne me trompe pas, où il fallait défendre et puis garder le score. Et là, c'est un autre rêve qui se concrétise parce que 6 mois auparavant, j'étais au chômage, je ne savais pas de quoi mon avenir allait être fait. Et je pensais même déjà peut-être à reprendre des études éventuellement. Si je n'ai pas de club à 20 ans, on ne peut pas rester libre à croiser. Donc finalement, 6 mois après, je fais mes débuts en Super League lors d'une victoire contre Servette, si je ne me trompe pas. Et là, à 20 ans, de pouvoir évoluer au plus haut niveau national, c'est magnifique. C'est un autre rêve qui se réalise, comme je te disais. Et puis sur le plan de marche, entre guillemets, d'une carrière, je me disais, voilà, je suis dans les temps, je suis pas mal, ça se passe bien.
Cette adaptation à Thun, voilà, autre langue nationale, culture un petit peu différente quand même. Très différente, au roman. On peut le dire. Voilà, je n'osais pas poser ces mots, mais culture différente. Alors coach francophone, mais comment ça se passe cette adaptation? Est-ce que tu en souffres ou est-ce que voilà, tu te débrouilles pour t'adapter au mieux? Franchement, les premiers mois, les premières semaines, elles sont difficiles. Ouais. Elles sont difficiles parce que j'ai beau avoir 20 ans, mais je suis encore un enfant, entre guillemets. Hein. Je vis pour la première fois seul, je dois me faire à manger tous les soirs, à midi. Je joue pas dans un premier temps avec la première équipe. Il y a la langue quand même qui constitue quand même une certaine barrière parce qu'à ce moment-là, j'ai mon allemand de l'école, mais je parle pas suisse-allemand comme maintenant. Des nouveaux coéquipiers, tant au moins de 21, qui ont première équipe à découvrir et puis à apprendre à connaître, un nouvel entraîneur tant en première équipe qu'en moins de 21. Ouais, pas facile, franchement compliqué, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ça m'a fait du bien aussi de sortir de mon cocon. Après coup, c'est facile de dire ça, mais c'est vrai que sur le moment, c'est pas facile. Mais le fait d'avoir pu me créer un petit groupe de potes francophones à ce moment-là, avec Mathieu Salaman, Michel Lukasiewicz, des Français, Anatole Ngamoukol qui vient l'année d'après, le fait quand même d'avoir aussi un coach roman, Bernard Chaland, m'a aussi aidé. Et ça, c'est des petits éléments qui m'ont permis de tenir le cap et puis de ne pas lâcher. Et c'est ça qui m'a aussi permis de progresser sur le plan sportif. Mais c'est vrai qu'en dehors du foot, au début, c'est compliqué l'adaptation. Hein. Donc là, tu te raccroches un peu aux francophones, tout en développant aussi la langue. Hein. C'est aussi une opportunité pour toi. Mais en toute honnêteté, je pense qu'au début, j'étais plus il fallait d'abord que je me sente bien, que je m'acclimate. Et je passe beaucoup de temps quand même avec mes potes. On parle français tout le temps. J'essaye de faire l'effort aussi de m'intégrer pour parler allemand avec mes nouveaux coéquipiers. Mais ma première étape, c'est déjà de me sentir bien dans mon nouvel environnement. Et puis je passe surtout du temps avec mon groupe de Frenchies, comme ils nous appelaient à ce moment-là. Ensuite, tu pars au FC Bienne. Ouais. À cette époque-là, quand tu pars en 2013, le club est dans quelle situation? Thun ou Bienne? Thun. Toi, tu avais un contrat de 2 ans. Ouais. Et puis, toi, tu t'imaginais être renouvelé ou bien j'ai été renouvelé. Ouais. J'ai fait mes premiers pas en première équipe. J'ai enchaîné avec quelques apparitions. Par contre, j'ai pas énormément de temps de jeu, mais signe quand même de la confiance des dirigeants, du coach, il me prolonge quand même mon contrat avec des meilleures conditions, prolongation d'une année ou 2 ans supplémentaires. Je fais encore 6 mois supplémentaires, mais par contre, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps de jeu. Un des tournants dans mon aventure à Thun, c'est que Bernard Chaland est limogé et plus tard, c'est Urs Fischer qui reprend. Urs Fischer qui est coach de l'Union Berlin maintenant et qui fait alors ils ont une phase compliquée, mais qui est un super coach qui fait du bon travail, mais à ce moment-là, il ne me connaît pas trop. C'est un entraîneur qui est même réputé pour faire jouer plutôt les joueurs expérimentés, pas forcément pour lancer toujours des jeunes. Puis aussi, en toute lucidité, il y avait vraiment meilleur que moi, tant en 6 qu'en défense centrale. Donc, grosse concurrence. Je crois que j'avais 2 ou 3 des capitaines ou vice-capitaines à mon poste à ce moment-là. Donc, se faire une place au soleil à ce moment-là, c'était compliqué. Et au bout de 3, 4, 5 mois, sans vraiment de temps de jeu, j'alternais avec les 21, des bancs en première équipe où j'entrais souvent pas. On fait le choix pour mon bien, pour mon développement, pour ma progression, d'être prêté. Il y a une possibilité à Ville à ce moment-là et finalement, c'est à Bienne que ça se concrétise. D'abord, je suis prêté 6 mois, ou 3 mois et demi plutôt, en février ou mars, je crois, je rejoins Bienne. Je fais une quinzaine de matchs, ça se passe plutôt bien, j'ai plus de temps de jeu. Et là, ensuite vient la question, qu'est-ce qu'on fait à Thun à mon retour de prêt? J'ai encore Bienne, à cette époque-là, c'est un tout nouveau stade ou bien Non, c'est encore la vieille Gurtzelen avec des infrastructures bien moins bonnes qu'à Thun, mais un club de Challenge League avec des sacrés joueurs, franchement des bons joueurs, une bonne équipe qui était toujours dans les 3-4 premiers, je dirais, avec Charles-André Doudin, il y avait vraiment Laurent Walter aussi, gardien expérimenté. Il y avait quand même une belle équipe à ce moment-là et ça me permet quand même d'avoir du temps de jeu. Mais ouais, quand je reviens à Thun, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est bien pour moi? Et moi, à ce moment-là, mon objectif, c'est de jouer un maximum à Bienne pour essayer d'être dans la rotation à Thun. Sauf qu'à mon retour à Thun, le directeur sportif Andrés Gerber, il me fait comprendre que ça va être compliqué parce qu'en défense centrale, je suis que le 5e dans la hiérarchie. Donc, potentiellement, tu n'es même pas dans les 2 équipes qui s'affrontent à l'entraînement, tu vois, parce qu'il y a 2 défenseurs centraux de chaque côté. 5e, tu fais du travail à côté avec le préparateur physique. Ouais. Donc, si j'ai même pas la possibilité de montrer mes qualités à l'entraînement,
comment je peux aspirer à être sur le banc le week-end et puis jouer encore en Super League. Donc, et puis en 6, c'était pareil, grosse concurrence. Il y avait du monde, hein, Sekou Sanogo, Mohamed Demiri, Denis Ediguer, Roland Bettig, enfin que des joueurs, des cadres de l'équipe ou presque, qui eux-mêmes avaient beaucoup de concurrence. Donc moi, 20-21 ans, pas beaucoup de temps de jeu, puis aussi à ce moment-là, moins fort qu'eux, j'avais pas beaucoup de perspectives. Donc on casse mon contrat à Thun, et puis Bienne, qui avait apprécié mon prêt de 3 mois et demi, me propose un contrat de 2 ans. Et c'est comme ça que je signe à Bienne pour me relancer. À titre perso, je joue tout le temps, j'ai un rôle important dans l'équipe, et ça, pour ça, c'était top. Par contre, collectivement, on était plutôt une équipe de deuxième partie de tableau que de première partie de tableau à ce moment-là. Ouais, on doit se battre, ouais. Franchement, on doit se battre. La première saison, on se sauve quand même assez facilement. La deuxième, si je ne me trompe pas, on est relégué, mais grâce à la faillite de Servette, on est sauvé. C'est à ce moment-là que les choses se compliquent. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, le club est racheté par Carlo Effelli, c'est un avocat zurichois, on peut dire maintenant qui est véreux, qui a fait couler le club. Il a tout de suite fait augmenter le train de vie du club en proposant des salaires disproportionnés peut-être à certains. Il a augmenté le salaire de tous les joueurs, il a proposé des voitures, des appartements à tous les joueurs, ce qui est bien hein, si tu as un projet mais que tu as les reins solides. Sauf que au début, on était tous très contents. Sauf que tu reçois ton salaire en juillet, en août, en septembre. Mais en septembre, il y a déjà du retard, tu commences déjà à te poser des questions. Puis après, octobre, novembre, décembre, tu appelles le 5 du mois pour dire il est où mon salaire ? Et puis c'est là que les arriérés de paiement ont commencé. Et puis sachant qu'à ce moment-là, on n'était que des joueurs de Challenge League avec des contrats corrects pour la Challenge League, mais de loin pas des millionnaires, là c'est une période qui est très compliquée pour tout le monde. Mais là, vous vous battez ou bien ? Franchement, vous allez au combat contre le club. On fait ce qu'on peut. On réclame déjà individuellement, collectivement, en tant qu'équipe, nos salaires, nos dus, nos primes. On fait appel aux syndicats aussi des joueurs en Suisse, mais ça n'a pas un réel impact, quoi. Au final, s'il n'a pas d'argent sur son compte pour payer ce à quoi il s'était engagé, il ne peut pas inventer l'argent. Et donc là, plusieurs joueurs cassent leur contrat. Comment ça se passe ? Pas encore, c'est un peu tôt. Ouais, la saison se poursuit dans des conditions franchement qui sont scandaleuses. Certains joueurs 3-4 mois sans avoir des salaires ou alors avoir été partiellement payés. Donc compliqué. Et moi là, j'ai une énorme chance, c'est que durant le mercato d'hiver, tout le monde essayait de partir. Hein. On n'avait plus d'argent, c'était compliqué. On voyait que le club allait droit dans le mur, alors qu'on avait une super équipe. Hein. On jouait le trio de tête. On avait que des joueurs qui par la suite ont joué en Super League. Antonio Marquezano de Zurich, Benji Cololi qui joue au Japon maintenant. Moi après je vais signer à Lausanne, on va monter en Super League. Maurice Brunner à Vaduz, Kofi Schulz bref, je pense vraiment le 11 titulaire plus les 3 premiers remplaçants, c'est que des joueurs qui ont fait de la Super League dans les années qui ont suivi. Donc vraiment des top joueurs, une top équipe sportivement, mais tout le monde essayait de partir parce qu'on voyait que c'était un projet qui battait de l'aile, quoi. Et ma chance là à ce moment-là, c'est que malgré le fait que à ce moment-là je jouais même pas tout le temps sur la fin du tour, parce que j'étais un peu en embrouille avec le coach de l'époque, Patrick Ramon, qui d'ailleurs j'aime beaucoup, qui est un super coach, mais on a eu des différends notamment pour cette période-là où il y avait des gens qui gravitaient autour du club qui étaient véreux. Qui étaient malsains. Et moi, j'avais tendance un petit peu à ouvrir ma bouche quand ça ne me plaisait pas. Et entre autres, pour ça, j'avais été suspendu en interne. Et ma chance, je digresse, mais ma chance à ce moment-là, c'est qu'il y a une opportunité, une fenêtre qui s'ouvre au LS, qui est premier Challenge League à Noël, avec que des joueurs vaudois ou formés au club. Des potes à toi. Que des potes à moi en plus. Au niveau personnel, j'espère que je vais amener des bonnes performances lorsqu'on fera appel à moi. Je vais amener quelque chose au groupe, de par mon état d'esprit aussi, un état d'esprit positif, et puis amener aussi un petit peu plus de concurrence pour que tout le monde donne le 200% à chaque fois qu'il est sur le terrain. Au début, ça me paraissait inaccessible, quoi. Tu vois, je jouais pas le dernier mois de compétition, je n'étais même pas convoqué, j'étais suspendu. Je me disais, mais quelles sont mes perspectives à Lausanne ou bien dans un autre club alors que je joue plus et que j'ai pas pu me montrer les 4 dernières semaines. Et ton transfert, comment tu l'expliques ? C'est dû au fait que tu es un joueur de la région, tu es passé par le LS quand tu étais petit avec Team Vaud. Tu rentres bien dans le 11 de base, ils voient en toi pas tout de suite. Je dis quand ils te recrutent, quand il y a des pourparlers ou des choses comme ça.
Pourquoi ils font appel à toi? Est-ce que tu le sais ou... Oui, alors ça s'est fait d'abord via des agents, mais à ce moment-là, Lausanne n'a pas forcément besoin de renfort parce que tout roule, ils sont premiers et tout se passe bien. Par contre, ils ont besoin entre guillemets de joueurs compléments pour doubler certains postes. Et d'ailleurs, j'arrive même comme latéral gauche pour doubler le poste avec David Marazzi, alors que je suis pas du tout latéral gauche, mais je pense que ça leur permettait entre guillemets d'avoir peut-être un joueur supplémentaire, une cartouche en plus au cas où, à moindre frais aussi, parce que je pouvais casser mon contrat étant donné que j'étais plus payé. Et j'arrive vraiment par la petite porte au LS, dans un groupe qui roule, dans un groupe où il y a des joueurs qui se sont mis en valeur. Donc voilà, mais je prends le pouls de cette équipe. Au début, c'est compliqué parce que, comme je te disais, je reste 4 semaines ou 6 semaines sans compétition. C'est une équipe de grande qualité, donc il faut que je me mette à niveau. Et même si j'ai mes potes au sein de l'équipe, il faut quand même prouver sa valeur. Aux yeux du coach, aux yeux du staff, aux yeux des nouveaux coéquipiers, montrer sa légitimité. Et je fais la préparation, j'ai un petit peu de temps de jeu, je montre par moment que je suis bon, par moment je fais des matchs compliqués, enfin j'ai des matchs un peu moins bons, mais de toute façon on ne m'attend pas dans un rôle de titulaire tout de suite. Et finalement le hasard fait assez bien les choses parce que je crois que le premier match contre Le Mans à la Pontaise qu'on gagne, du deuxième tour, j'entre en fin de match parce que Arnaud Buller prend rouge. Et le deuxième match du deuxième tour contre Volen, je suis titulaire et je marque et on gagne. Et c'est là ensuite que tout s'enchaîne et ensuite je suis plus sorti du 11 quoi. Donc on arrive à la fin de la saison. Ouais, jusqu'à la fin de la saison où on fait la montée. Premier titre pour toi professionnel, non? Premier et seul titre, ouais. Premier et seul titre. J'ai pas une énorme carrière, par contre ça restera toujours un moment spécial pour moi parce que faire un titre, même si c'est que de la Challenge League avec ses potes dans son club de cœur, c'est... Ouais, j'en ai même des émotions quand j'en parle comme ça. Franchement, c'était une période magnifique. On était tous jeunes, on faisait la fête un petit peu en dehors après les victoires aussi. On avait un groupe, c'est un groupe de potes avant d'être une équipe de foot. Et ça fait toute la diff. Et ouais, tout s'est bien passé. Et ouais, j'étais au final sans contrat ou presque parce que j'étais plus payé à Noël et 6 mois plus tard je suis un joueur de Super League avec mon club de cœur et avec tous mes potes dans la même équipe, donc parfois le hasard fait bien les choses et tout s'est bien goupillé pour moi à ce moment-là, ouais. La saison après, Super League. Voilà, c'est ça, 2016-2017, notre première saison en Super League. Et là, très belle saison. Alors on a un club avec des moyens limités. C'est pas le LS sous Ineos, c'est le LS sous Alain Joseph qui a d'ailleurs un super président, mais qui a toujours été assez raisonnable et qui a toujours bien tenu son budget. Donc on arrive avec quand même une grosse ossature de la saison précédente de Challenge League. 2/3 de l'effectif est resté. Beaucoup de jeunes joueurs qui ont tout approuvé, beaucoup de joueurs qui découvrent la Super League. J'avais fait une 10-15 de matchs en Super League à Toul, mais j'ai rien prouvé en Super League. Donc pour moi, c'est malgré tout assez nouveau d'arriver en Super League dans la peau d'un titulaire. Donc j'ai tout approuvé aussi à titre individuel. Et la saison, elle se passe bien. On est plutôt en bas de classement. On doit quand même lutter pour se maintenir. Par contre, on a un style de jeu qui fait que c'est hyper attractif pour les spectateurs. On essaie toujours de jouer au foot, de ressortir depuis derrière. Certains diront même trop, parce que des fois on faisait même des doubles 1-2 dans les 16 mètres. Des fois c'était complètement exagéré. Ça, c'est vraiment la patte Célestini. C'est la patte Célestini, ouais. Les 16 mètres, mais franchement, en tant que joueur, on s'est régalé. Franchement, tant à l'entraînement qu'en match, on s'est régalé. C'était du plaisir fou. Et sa patte, vraiment, il nous a imprégné de ça, de cette philosophie, de ces principes. Et nous, on se les a appropriés. Et au final, on savait exactement ce qu'on devait faire sur le terrain. Souvent, ce qu'on préparait à l'entraînement et ce que le coach nous prédisait se concrétisait. Selon les adversaires, il faut jouer de telle et telle façon. Et finalement, on voyait que des tactiques de jeu, tactiquement, il avait tout compris. Ouais, il avait tout compris. Et c'est comme ça aussi qu'on était peut-être sur le papier de loin pas la meilleure équipe de Super League. Par contre, on était une des équipes qui produisait le plus beau foot. Et je pense que pour les spectateurs, ça a dû être sympa à voir, malgré parfois les erreurs bêtes commises, l'inexpérience et notre naïveté. Et donc cette blessure, elle intervient la saison d'après ou plus tard? On se maintient en 16-17, après la saison 17-18 commence, et je me blesse en fin du premier tour 2018. Ouais. Et donc là, c'est quoi cette blessure? Moi, je pensais que c'était c'est le genou, non? C'est le genou, c'est le cartilage. Non, c'est un trou dans le cartilage, c'est de l'usure précoce en fait du cartilage.
Et ça, en fait, c'est un problème que je traînais depuis quelques années. J'ai été opéré très tôt du ménisque à l'époque du Teamvo à moins de 18, où on m'avait coupé un bout de ménisque. Et sur le moment, on est jeune et puis on se remet vite et on se pose pas trop de questions pour la suite. Et puis finalement, 10 ans après, ou un petit peu moins de 10 ans après, on se rend compte que ça a quand même eu un impact parce que soit j'ai pas été très très bien opéré, soit le fait de couper un bout de ménisque à 16 ou 17 ans, c'était peut-être pas la bonne technique d'opération. Et les conséquences, je les sens déjà à ce moment-là, quelques années plus tard. Ouais. Et ça faisait quelques mois qu'en 2017-2018, je jouais avec des douleurs. Mais je ne veux pas m'arrêter parce qu'à ce moment-là, c'est, je pense, le moment où je suis le plus performant dans ma carrière, où je joue le meilleur foot de ma carrière, où j'ai même des perspectives pour aller ailleurs, dans d'autres clubs plus réputés de Super League, avec potentiellement des meilleures conditions. Et je ne veux pas m'arrêter. Mais au bout d'un moment, voilà, je me rappelle le déclic, c'est un match contre Bâle, où vraiment je suis mauvais, où j'ai Alban Ayeti en 1 contre 1, et puis il me met la misère ce jour-là, en partie aussi parce que je suis à 50% physiquement. Et là, je me dis, bon... faut s'arrêter, il faut essayer de régler ce problème de santé parce que je joue avec mes performances, je joue avec ma santé et puis surtout voilà, c'est pas viable quoi. C'est pas viable sur le long terme, ouais. Donc voilà, là on perd contre Bâle, je suis mauvais et je me dis il faut qu'on trouve une solution. Ouais. Donc là tu te fais opérer? Pas tout de suite, je me fais opérer seulement c'est quoi, plus ou moins novembre-décembre, je me fais opérer qu'en avril. Donc t'es en pause, on va dire. Ou bien tu t'entraînes quand même avec le groupe en étant limité? Ouais, dans un premier temps, j'essaye en fait de faire une pause pour que le genou il se régénère, pour se reposer un petit peu. Je vais faire la préparation hivernale aussi à part avec les physios en salle de muscu pour essayer de muscler ma cuisse, pour que le genou ait moins d'impact, pour qu'il soit un petit peu délesté de tout ça. Et finalement, les semaines approchent, le championnat approche et je fais des tests pour essayer de revenir avec l'équipe. Et là, ça, c'est juste plus viable parce que même après 30 minutes d'échauffement, j'ai le genou qui est gros comme ça, avec de l'eau. Et là, je me dis, bon, là, il y a vraiment un gros problème. C'était pas que lié à la surcharge et puis à l'usure, c'est qu'il y a un problème. Il faut régler ce problème peut-être via une opération. Et puis le cartilage, le problème, c'est qu'on peut pas l'opérer de 1001 façons. Donc, il y a 2 techniques qui me sont proposées par un chirurgien à Berne, qui d'ailleurs a opéré... Federer et puis Wawrinka, lui, pour le même genre de problème. L'une d'elles, c'est de planter des cellules souches de cartilage où les résultats ne sont pas forcément très probants. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a testé ça, mais les résultats ne sont pas très probants pour des sportifs d'élite. Puis l'autre, c'est de faire passer par la case greffe, une transplantation à partir d'un donneur qui est décédé. Et voilà, et on choisit de faire cette opération-là. Et d'abord, justement, c'est pour ça que je te dis que ça a pris du temps, parce que pendant 3 ou 4 mois, on attend un donneur, parce que le donneur, il doit correspondre en termes morphologiques, plus ou moins avoir la même taille que moi, le même âge que moi, le même profil. On ne peut pas mettre un cartilage d'un mec de 70 ans, on ne peut pas mettre le cartilage d'une fillette de 12 ans, donc voilà, c'est dur à trouver. Donc je fais 3 ou 4 mois au contact de l'équipe, mais tous les matins, je suis au vestiaire et je les vois partir sur le terrain à l'entraînement. Très frustré, je pense. Et moi, je reste en salle. Et ouais, franchement, ça, c'est une période qui a été ultra difficile. Ultra difficile parce que je m'interrogeais beaucoup sur mon avenir, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir rejouer au foot. Le chirurgien, il m'avait dit à ce moment-là que même avec cette opération-là, j'avais une chance sur 2 de rejouer au foot, même de recourir si je ne me trompe pas. Et d'autre part, parce que l'équipe à ce moment-là, elle a été reprise, Ineos a racheté le club avec beaucoup d'ambition, avec des gros transferts à l'hiver. On est censé capitaliser sur notre beau premier tour. Et puis l'équipe, malgré cela, elle est en grande difficulté. On lutte pour ne pas descendre. Et finalement, je me fais opérer en avril, à un moment où on est relégable, et puis l'équipe, elle est au bord du gouffre. Donc, plein de sentiments qui se mélangent dans ma tête à ce moment-là. Et ouais, une période compliquée. Ouais. Donc là, pendant ta période de convalescence, tu te remets en question, tu te dis, est-ce que je vais pouvoir revenir? Mais penser à l'après-carrière, j'ai l'impression que tu y avais déjà pensé avant. Ouais, c'est-à-dire que pendant que tu es à Thun ou bien à Bienne, tu fais en même temps un bachelor à l'université de Neuchâtel. Donc, tu es quand même dans ce processus de... J'ai une carrière de footballeur, mais je prépare déjà le terrain pour après. Si un État a envie d'investir dans le football, il a le droit de le faire. Ce qui me dérange un petit peu, moi, c'est quand des joueurs dans la force de l'âge, entre 26 et 30 ans, vont en Arabie Saoudite. Au début, ça débouche sur rien, c'est compliqué. Et ça, c'est ce qui rend le produit attractif, c'est le phénomène de rareté.